Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous m'entendez bien ou pas? Pas de retour. Jules, Margot, vous m'entendez bien? Tout va bien? Ok, bon. Alors, Émile est en train de taper. Très bien. Salut Émile. Merci Anne-France. Merci Émile. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue au 6e webinaire de Noé. Je m'appelle Maya. J'ai fondé Noé avec Jules et Nino. Alors, Jules est là dans le webinaire aussi. Et donc, Noé, c'est un programme pour lancer votre carrière de Product Manager. Notre première promo a eu lieu en juin avec de super résultats. On est hyper contents. 2 semaines après la fin du programme, on avait déjà 4 personnes en poste de PM. Et puis là, on a 8 personnes qui sont en process. Donc du coup, dans à la fois des boîtes un peu scale-up comme Doctolib, comme Stewart, mais aussi pour ceux qui préfèrent des boîtes un peu plus early stage comme Magellan par exemple ou Ambler. Donc voilà, la première promo de Noé c'est fini en juin. Avant Noé, du coup, moi, j'étais VP Product chez Aircall et avant ça, Product Manager chez Blablacar. Alors aujourd'hui, je suis aussi avec Margot. Coucou Margot. Margot, elle Salut. est Margot, elle est PO PM chez Cheers. Alors on va parler de justement ces titres de PO et de PM. Et puis il y a aussi Jules qui était PM chez Livy et qui est cofondateur de Noé, qui sera modérateur. Coucou Jules. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question des rôles dans l'équipe produit. PO, PM, Senior PM, Lead PM, Head of Product, c'est un peu le bordel. C'est une question que beaucoup de gens nous ont posée à la fois pendant Noé, mais même des candidats au programme Noé. Donc on a décidé d'en faire un webinaire pour en discuter. Donc du coup, juste pour clarifier, c'est pas un cours du programme Noé, c'est juste un petit preview sur cette question-là. On va faire, comme d'habitude, quelque chose de court, 25 minutes de présentation avec Margot et moi, et puis 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions, qui est sur votre droite, je crois. Évitez de poser les questions dans le chat, sinon on va les perdre, donc plutôt dans les questions. On va parler de l'équipe produit. Alors, il y a un peu une confusion autour de ce que c'est l'équipe produit. Ça peut désigner deux choses, soit la squad ou la feature team, c'est-à-dire un PM avec un designer, avec un data analyst, des devs. Et donc, c'est pas de ça dont on va parler. Nous, on va parler de l'équipe produit qui est constituée de tous les product managers. Et puis, le head of product ou CPO ou VP product, on va en parler. Au programme, du coup, aujourd'hui, on va commencer par discuter des différents stades d'une boîte et en quoi le rôle, justement, de PM est différent selon ces stades. Ensuite, on va parler des évolutions et de ce que vous pouvez vous attendre en termes de plan de carrière, on va dire, si vous voulez devenir Product Manager ou si vous êtes PM. Ensuite, la question à 10 millions, c'est PO-PM. C'est quoi la différence? Comment ça marche? On fera ensuite un zoom sur Cheers avec Margot et puis du temps pour les questions. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit rappel sur le Double Diamond. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un framework dont on parle beaucoup avec Noé parce qu'il permet de bien se remettre en tête les différentes phases du job. Et donc, du coup, concrètement, ça représente 2 diamants, le problème et la solution. Et donc, pour chacun des diamants, vous voyez que d'abord, ça ouvre, ça diverge. Je confonds toujours entre diverge et converge, mais je crois que c'est que ça diverge. Et ensuite, ça referme, donc ça converge. Donc, on commence par creuser sur le problème avec de la user research, du benchmark, de la data, et ensuite on priorise, donc on referme. Et puis ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase de solution, où on va réfléchir à des solutions, notamment avec le design. Et puis, on va prioriser ces solutions, les prototyper, les tester, faire des spécifications, et puis les shipper en passant au dev. Donc du coup, ça, c'est vraiment les 2 grandes phases. Et c'est d'ailleurs ces 2 grandes phases qu'on couvre pendant le programme Noé, avec toute la partie user research, data, benchmark, priorisation et puis solution. Et ces 2 grandes phases qui se retrouvent normalement dans le rôle de PM, mais le rôle et les challenges auxquels le PM est confronté vont varier, et donc notamment avec le stade de la boîte. Donc pour ça, je voulais vous parler rapidement de reprendre en fait un article de Ken Norton, qui est un peu un des big boss du produit dans le monde. J'imagine que vous le connaissez, qui a donc développé en fait cette idée autour des différentes étapes du PM dans une boîte. Et donc ça commence par le PM0, généralement dans une boîte qui est très early stage, où en fait
il n'y a pas de PM parce que le PM, c'est le fondateur, généralement le CEO d'ailleurs. Et donc, les challenges à ce stade, ça va être de comprendre le problème qu'on essaie de résoudre, ça va être de trouver le fameux product market fit et de comprendre, interpréter le feedback des utilisateurs. La deuxième étape, et c'est donc là où moi je suis arrivée au départ chez Aircall, c'est donc PM1, ce que Ken Norton appelle PM1. Donc moi je suis arrivée là et je suis allée un peu jusqu'au bout des différentes étapes qu'on va voir ensuite. Donc PM1, c'est le recrutement du premier product manager qui n'est pas un fondateur, qui va prendre en main le day-to-day du produit. Et ça peut être quelqu'un de junior ou alors ça peut être quelqu'un de plus senior. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui va vraiment, pour être un peu vulgaire, se sortir les doigts à ce stade, parce qu'il va falloir vraiment être dans le quotidien, bosser avec les devs, mettre en place tout un tas de process, etc. Et donc, les challenges, là, ça va être effectivement construire les premiers process, que ce soit sur la roadmap, la delivery, tous les process de test, de sprint, etc. Ça va être aussi d'établir sa crédibilité. C'est souvent pas évident d'arriver sur ce rôle-là parce que vous remplacez en quelque sorte le CEO, puisque c'est le CEO qui jouait avant ce rôle-là. Donc l'équipe tech notamment avait l'habitude de bosser avec le CEO et d'un coup, il va bosser avec vous. Donc il y a cet enjeu-là de crédibilité. Et puis il y a le challenge aussi de la relation entre le fondateur qui gérait le produit avant et le nouveau PM. Trouver une bonne dynamique de travail là-dedans, une bonne répartition des rôles et des responsabilités. La troisième étape, du coup, qui s'appelle PM2, c'est l'étape où il y a plusieurs PM. La boîte grossit, plus de PM rejoignent l'équipe. Et donc, pour la première fois, on va diviser les responsabilités au sein de l'équipe. Les challenges à ce stade, ça va être, numéro 1, savoir quand recruter. Et ça, c'est pas évident. Quand est-ce qu'il faut recruter un deuxième PM, un troisième PM, un ou une, évidemment. Et ça va être aussi de continuer à garder le focus en ayant une croissance généralement qui va être rapide à ce stade-là, quand on est une start-up qui vient de lever beaucoup d'argent. Et donc, du coup, garder le focus sur ce qui est important. Et le dernier challenge, évidemment, c'est de trouver comment diviser l'ownership entre les différents product managers. Est-ce que ça va être par ligne de produit? Est-ce que ça va être par partie du produit, c'est-à-dire une division qui est plutôt fonctionnelle? Ou alors est-ce que ça va être par objectif produit, donc par exemple un objectif d'acquisition versus un objectif de rétention qui ne va pas être fonctionnel, mais vraiment plutôt stratégique. C'est un peu les deux manières de diviser les responsabilités, fonctionnelles ou stratégiques. Le quatrième stade, du coup, s'appelle, selon Ken Norton, le PM-Few. PM-Few, on commence à avoir un début d'organisation produit. On va avoir 5, 6 product managers, par exemple, qui vont être dirigés par un VP ou un CPO. Et donc là, les challenges, ça va être de garder la rapidité d'exécution alors que l'organisation, elle grossit, et puis de bien communiquer entre les différentes parties du produit. Et enfin, la dernière étape, PM Many, une organisation produit mature, une organisation large où il va y avoir plusieurs niveaux de seniorité avec des directeurs produits, par exemple, ou des head of product. Et donc là, les gros challenges, ça va être d'éviter la politique, la bureaucratie, puisque l'équipe commence à être assez grosse, de réussir à faire du recrutement de manière efficace, at scale, pour faire un gros anglicisme, et puis de réussir à faire du mentoring, à faire grandir les PM qui sont plus juniors. Et donc voilà, du coup, typiquement, une boîte aujourd'hui à Paris qui est un peu dans ce stade de PM Many, ce serait Doctolib, où il y a une équipe produit de plusieurs dizaines de PM. Et moi, quand je suis partie d'Aircall, on était une quinzaine, donc du coup, un peu entre la few et la many, quoi. Ça commençait quand même à grossir et à bien s'organiser. Bon, alors là, vous devez commencer à vous dire what the fuck, c'est quoi tous ces titres qu'elle nous sort, PM, lead PM, senior PM, ça va dans tous les sens. Effectivement, l'équipe produit, le product management, c'est quand même relativement récent. Et du coup, il y a quand même pas mal de confusion autour des titres, autour de la seniorité et autour de la hiérarchie. Et ça rend pas facile le fait de comparer des jobs et le fait de planifier votre carrière. Donc, il n'y a pas une référence qui marche dans toutes les boîtes, mais il y a quand même un standard qui commence à émerger. Et donc, le standard, c'est quand même qu'il y a ce premier point d'entrée qui va être soit le Associate Product Manager, APM, on l'appelle, soit le Junior PM. Ensuite, au bout de quelques années d'expérience, le PM, classique, Product Manager, qui peut devenir un Senior PM au bout de peut-être 4-5 ans d'expérience. Et ensuite passer à l'étape de lead PM. Alors, il y en a qui appellent ça groupe PM. Encore une fois, c'est le bordel. Désolée. Donc, lead PM, groupe PM. Ensuite, head of product ou director of product. Ça dépend des boîtes.
Et puis enfin, CPO ou VP Product. Donc du coup, la hiérarchie, elle va aussi varier en fonction évidemment du stade de la boîte, mais vous allez dans chacune des boîtes pour laquelle vous allez postuler ou où vous êtes, retrouver un peu ces termes-là. Et donc, par exemple, dans une organisation très early stage, ça va être relativement simple. On va avoir un ou une head of product avec des PM. Mais dans une boîte qui commence un peu à grossir, on va avoir peut-être une étape supplémentaire de management avec VP, CPO. Voilà, donc ça, c'était l'organisation chez Aircall. Donc, en l'occurrence, moi, j'étais VP Product. En dessous, il y avait des lead product managers. Donc, en gros, le VP ou CPO, ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment s'occuper de driver la stratégie produit globale et puis aussi être inclus dans la stratégie globale de la boîte en faisant partie de l'équipe exec. Et puis les lead PM, ils vont mentorer ou manager des product managers ou des junior product managers. Et enfin, du coup, si on passe sur une organisation vraiment plus mature, ça c'est l'organisation de Doctolib par exemple, on a 4 étages de management avec des directeurs of product en plus. Donc bon, encore une fois, c'est normal que vous ne connaissiez pas tous ces trucs par cœur et en vrai, on s'en fout un peu, mais ça peut permettre de naviguer les descriptions de boulot que vous trouvez sur Welcome to the Jungle. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est du coup, quelles sont mes perspectives d'évolution en tant que product manager? Et là, ce que je viens de vous montrer cette slide notamment pyramidale, c'est une représentation qui est hyper tournée vers le management. En France, on a une vision qui est très franco-française, qui est que l'évolution de carrière, c'est le management. Et ça, heureusement, c'est en train de changer. Aux États-Unis, ça a déjà beaucoup changé dans les équipes produits. Et en France, ça y est, ça bouge. On commence à avoir des perspectives d'évolution autres que de devenir un manager. Et donc, en l'occurrence, ce que je vais vous partager là, c'est le career path, désolé encore pour l'anglicisme, le chemin de carrière que j'avais construit chez Aircall avec 2 branches. Donc, une branche plutôt management et une branche qui s'appelle plutôt expertise. Donc là, l'idée, c'est de se dire quand on est product manager, on peut évoluer vers autre chose que du management si c'est pas quelque chose qui nous plaît particulièrement. Donc du coup, pour prendre un peu les étapes de ce plan de carrière, première étape, c'était donc associate PM. Et donc là, vous voyez que c'est concentré quand même sur la delivery, le quotidien, les spécifications, bosser avec les développeurs. L'étape d'après, du coup, d'être product manager. Et là, on a une dimension de stratégie qui rentre en jeu avec le problème, comprendre le problème, faire sa roadmap. Ensuite, senior PM, et là, il y a une dimension aussi de leadership à l'échelle de l'équipe et de la boîte qui rentre en jeu. Et donc, c'est là où on a vraiment les 2 branches d'évolution qui se séparent. En haut, une branche de management où on peut devenir lead PM puis head of product. Et donc là, vous voyez en bleu foncé la 4e dimension qui évolue et qui est importante, c'est management. Et puis la branche du bas, qui est une branche d'expertise. Et là, le terme qui est utilisé aux US pour ça, c'est principal product manager. Qui est en fait héritière de ce terme-là dans les équipes d'ingénieurs, où on dit principal engineer. Et donc là, du coup, la 4e dimension, c'est pas une dimension de management, c'est une dimension d'expertise. Et donc, typiquement, si vous êtes un PM senior, que vous avez une expertise sur une partie hyper stratégique pour la boîte, ça peut être un rôle de principal PM qui est donc pas du management. En termes de salaire, du coup, ça ressemble à ça. Alors, ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sortent de pas mal de discussions avec beaucoup de VP Product, beaucoup de CPO. Et donc, du coup, alors, ne les prenez pas pour graver dans le marbre. Évidemment, ça dépend des boîtes. Évidemment, c'est pas toujours comme ça. Mais je pense que c'est quand même assez représentatif. Vous voyez que c'est des grosses fourchettes. Sur du PM, on est entre 45 et 60. Alors, la phrase que je disais tout le temps, que tous les participants à Noé me disent, que je dis H24, c'est ça dépend. Évidemment, ça dépend des boîtes, ça dépend des rôles, ça dépend de vos années d'expérience aussi. Mais bon, donc ça vous donne quand même une bonne idée et ça vous montre aussi que le produit, c'est un rôle en France où les salaires, ils évoluent quand même vite et ils évoluent haut, assez rapidement. Parce qu'il y a quand même un peu un manque de personnes qualifiées dans ce métier-là et donc c'est valorisé par un salaire élevé assez vite. Alors la question du coup à 10 milliards que je vais essayer de couvrir avant de passer la parole à Margot, c'est la question de la différence entre PO et PM qui revient un peu tout le temps. Il y a eu beaucoup de choses écrites sur ce sujet. Si vous tapez ça sur Google, vous en avez pour des heures à tout lire. Voilà un petit résumé. Globalement, on peut le résumer en disant que le product manager est responsable de pourquoi.
Et le product owner est responsable de comment, donc le why et le what. En fait, le product manager va être à la fois va être beaucoup sur la partie du problème. Pourquoi on construit une fonctionnalité? Quelle fonctionnalité on doit construire? Établir la roadmap, la vision, et puis prioriser entre des projets. Côté PO, du coup, Product Owner, le focus, il va être davantage sur le quotidien, fournir des sujets à l'équipe tech, spécifier les solutions, optimiser les sprints et la delivery, et prioriser, du coup, au sein d'un projet, et pas entre les projets. Et donc, du coup, par rapport au Double Diamond qu'on vous montrait tout à l'heure, PM, ça va être plutôt problème, et PO, ça va être plutôt solution. Alors, ceci dit, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que cette différence, elle tend vraiment à disparaître et que la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui font PO et PM en une personne et que le lead développeur est de plus en plus impliqué dans le day-to-day de la delivery. Ce qui fait que les PM peuvent être davantage sur le problème et moins sur la delivery. Alors du coup, j'ai quand même un conseil à vous donner, c'est ne vraiment pas vous concentrer sur les titres, globalement d'oublier tout ce que je viens de vous dire. Il y a des boîtes qui appellent PO, ce qui est en réalité un PM. Il y a des boîtes qui appellent PM, ce qui est en réalité un PO. Donc en fait, la terminologie, elle est très floue et vraiment, tout le monde fait les trucs à sa sauce. Donc mon conseil, oubliez les titres et concentrez-vous vraiment sur le scope du rôle. Quand vous allez postuler pour une boîte, allez bien lire dans le détail la description du job sur Welcome to the Jungle sur le site pour comprendre, poser des questions aux recruteurs pour comprendre. Du coup, est-ce qu'il s'agit plutôt de problèmes, de solutions, les deux? Une autre chose à noter, c'est que si jamais vous voulez devenir PM et que vous n'avez pas encore d'expérience en product management, il y a beaucoup de chances que vous commenciez des projets qui ont davantage de delivery et moins de stratégie. Et ça, c'est normal et c'est sain. C'est-à-dire que vous évoluerez après sur des projets qui ont davantage de stratégie et qui sont plus flous, mais la partie delivery, elle est hyper, hyper importante et vous pourrez jamais ça, c'est le. Si tu peux mettre suivant, du coup, Jules. Ah ouais, parce que j'ai pas petit. Hop, Est-ce que vous avez tous entendu Maya là-dessus voilà. ou c'est que En moi qui fait, buguais? Non, j'ai bugué aussi. J'ai pas tout entendu. Ah ouais, ok. Peut-être Maya, on a, je pense, manqué ta partie sur PM Junior. ah, ok. Ça a bugué sur PM Junior. Je reprends sur PM Junior. C'est bon, là, tout le monde entend bien? Ouais, là j'ai l'impression que c'est bon. Ok, cool. Désolée tout le monde. Je suis dans le sud et, chez ma grand-mère et la connexion n'est pas au top. Du coup, je disais PM Junior. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez devenir PM, que vous ne l'êtes pas, et que vous n'avez pas d'expérience, vous allez probablement commencer sur des rôles avec plus de delivery. Et c'est normal, et c'est même bien, parce que maîtriser cette partie-là de la delivery, c'est crucial pour pouvoir évoluer derrière. Donc, en gros, voilà, c'est normal et c'est standard de commencer avec davantage de delivery et moins de stratégie et d'évoluer vers plus de stratégie après. Je vous disais du coup que le scope du rôle, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre en lisant les job descriptions que vous trouvez sur Welcome to the Jungle sur Internet. Et donc, du coup, je voulais juste vous montrer très rapidement des exemples. Spendesk, qui recrute un ou une product manager, un des bullet points dans la description, c'est gérer la delivery au niveau du sprint. Et donc là, on voit clairement que la partie delivery, elle est inclue dans le rôle. Par contre, sur InnoveOrder, du coup, la slide suivante, là, on est sur la job description d'un lead développeur. Et donc, vous voyez que le lead dev, il doit mettre en place l'organisation au niveau de la squad. Et donc là, on voit que c'est quelque chose qui est géré par le lead dev et donc pas par le PM ou le PO. Et donc, suivant encore, le dernier exemple qui est celui de Datadog. Datadog, encore une fois, la description lead développeur. Le lead dev, ça va être créer un process agile pour la delivery. Et donc là, vous voyez encore une fois que c'est quelque chose qui est géré par le lead dev et pas par le PM. Donc bon, voilà. En gros, oubliez les titres, concentrez-vous sur ce que raconte le job et ce que racontent aussi les recruteurs. Donc du coup, sur POPM,
c'est une excellente transition vers Margot, du coup, qui va pouvoir nous parler un petit peu de ça. Et donc, on a en particulier 3 questions pour Margot. La première question, c'est est-ce que tu peux nous dire, du coup, Margot, à ce stade chez Cheers, quel est l'orga et quels sont les challenges auxquels vous faites face? Et quel est ton rôle aussi, toi? Yes, salut tout le monde, je m'appelle Margot, moi ça fait 2 ans que je suis donc PO chez Cheers. Cheers, c'est une application et un site internet qui permet d'imprimer des photos sous forme de produits physiques type album, cadre, print photo, etc. Donc nous, la grosse particularité qu'on a, et pour refaire le lien un petit peu sur les histoires de POPM chez Cheers, c'est que on vend un produit physique. À la fin, c'est quand même une boîte de e-commerce, donc l'utilisateur, le client reçoit un produit physique, mais il utilise un produit digital pour recevoir son produit physique, qui est l'application ou le site. Du coup, aujourd'hui, en termes d'orga, on a un truc assez particulier, c'est que nos product managers, nous chez Cheers, c'est nos chefs de produits physiques sur les albums, les nouveaux cadres. On veut sortir un nouveau cadre avec une Marie-Louise, par exemple. C'est nos product managers qui vont s'en occuper. Et nous, les product owners, on est vraiment sur la partie produit digital, l'application et le site. Donc ça, c'est super important parce qu'au final, ça explique aussi un peu la confusion dont Maya vous parlait juste avant sur les PO et les PM. Chez nous, ça se règle tout simplement par produit physique, produit digital, les PM sur les produits physiques et les PO sur les produits digitaux. En termes de produits digital, donc nous, on a 3 applications, donc une application iOS, une application Android et une application web. Et en gros, historiquement, en termes d'orga, on avait donc les 2 fondateurs de Cheers qui sont Aurélien et Antoine, qui géraient un peu 2 roadmaps différentes. Et en gros, on avait 2 PO qui reportaient au CTO et qui travaillaient avec les 2 fondateurs sur 2 roadmaps assez différentes. Une plutôt marketing et une plutôt opération. Depuis 1 an, on a été rejoint par une Head of Product qui est arrivée donc en septembre dernier et qui a vraiment créé une nouvelle organisation très produit. Je pense, par rapport au slide que vous a montré Maya, nous, on est plutôt en organisation early stage. Donc, on a la Head of Product et nous, 3 PO en dessous avec des designers et des QA. Au sein de la tech, ensuite, chez Cheers, on est organisé autour de 3 squads fonctionnels avec à l'intérieur un PO, des designers, des devs, des QA et un Scrum Master. Donc, en termes de challenge, on a 3 gros challenges. Un, c'est être plus mature sur la partie discovery chez Cheers, donc dans les PO, PM, 2 grandes parties. Donc, la partie discovery, recherche du problème, et ensuite delivery, recherche de la solution. Nous, sur la partie discovery, on manque encore un peu de maturité. Et du coup, la Head of Product est là un peu pour impulser ces nouvelles manières de travailler pour arriver à être sûr qu'on répond en gros aux vrais problèmes chez Cheers. Deuxième challenge, c'est de faire en sorte qu'on ait une roadmap en général, on essaie de faire une roadmap par quarter, donc à 3 mois. Une roadmap qui, 1, ait du sens et 2, laisse toujours du temps pour des projets last minute parce qu'on sait très bien que c'est ce qui arrive constamment avec les équipes produits et les équipes tech en général. Et 3, gérer les dépendances tech et fonctionnelles entre les squads parce qu'au final, à force de scaler une équipe qui, il y a 1 an, se résumait en gros à 1 voire 2 PO et 1 designer, à soudain une Head of Product, 3 PO, 3 designers, 3 QA, ça fait quand même du monde à gérer. Il faut arriver à scaler un peu cette équipe-là. Donc ça, c'est un peu les challenges. Ouais, donc du coup, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, POPM, ça n'a aucun rapport avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc encore une fois. Aucun, mais parce que c'est très particulier à Cheers, quoi. Ouais, mais et c'est pas la seule boîte dans laquelle j'ai entendu que PO en fait était un PM selon la définition qu'il y a sur Internet, quoi. Ouais. Bref, donc voilà. Du coup, deuxième question pour toi, Margot. Est-ce que tu peux nous dire, tu l'as déjà un petit peu couvert, mais quel est le rôle Head of Product, PM, PO du coup, et puis fondateur aussi peut-être chez Cheers? Ouais. Donc comme je vous le disais, donc historiquement on avait on a toujours 2 fondateurs et 2 PO qui travaillent avec eux sur 2 roadmaps différents. Et donc historiquement, eux s'occupaient plutôt de la partie vision produit, idée de feature, etc. Et nous côté PO, c'était la recherche de solutions, faire un peu de benchmark pour voir ce que font les autres applications, imaginer des solutions avec les designers. Et ensuite s'occuper de toute la partie spec, delivery, release même de la feature et test, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de QA. Aujourd'hui, avec
une head of product et des QA qui nous ont rejoints et du coup une vraie équipe produit qui existe. Il y a 2 pans, je pense, du produit. Il y a un pan qui est plus ce que font les fondateurs avec la head of product, qui est en gros dessiner le grand pourquoi on fait tout ça. Qu'est-ce que sera Cheers dans X temps, quel genre de produit on veut être, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision. Donc vraiment très, très, très high level. Les grandes lignes et toute la partie un peu discovery. Ensuite, la head of product, elle prend cette partie vision, etc., pour en faire purement de la discovery. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel elle nous forme actuellement, faire plus de discovery, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'est pas forcément hyper mature. Et ensuite, le plus intéressant, nous, côté PO, avec la head of product, ce qu'on fait, c'est, donc, nous, on s'occupe de toute la partie delivery, ça c'est sûr, mais en plus de la delivery, on apprend à faire, par exemple, moi, ce qui m'intéressait vachement à l'arrivée de la head of product, c'est quoi une roadmap et comment est-ce qu'on fait une roadmap. Et moi, c'était toujours été un peu la boîte noire, et je pense que c'est le cas de pas mal de boîtes et pas mal de gens. Genre, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de fédérer une boîte autour d'une roadmap qui fait que, on est chaud, on se lance sur ces projets-là, c'est ce sur quoi on s'engage et on est go. Et donc ça, c'est un gros truc sur lequel que la head of product, sur lequel la head of product nous forme actuellement. Et ce qui est cool, c'est qu'on fait des roadmaps assez courtes, donc en 3 mois, 3 par 3, où à la fin de chaque quarter, on réunit les stakeholders, qu'est-ce qu'on veut faire, la liste au Père Noël, et on utilise la méthode du RICE, du coup, pour faire une roadmap. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau qui, moi, m'a vachement sorti, en fait, de ma partie delivery que je faisais avant. Avant, j'étais vraiment uniquement sur la partie delivery. Donc, ça, c'est cool. Et voilà un peu comment on se divise. La partie fondateur, head of product, et ensuite, ce qu'elle nous redescend, head of product et PO. Et alors justement, du coup, toi, tu es passé de vachement de delivery à moins de delivery, plus de discovery, avec aussi cette partie de roadmap. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce changement ? En effet, moi j'étais vraiment à un moment donné, en plus à un moment donné il y avait même plus de PO, il y avait que moi pendant quelques mois, donc ça a été compliqué. Donc vraiment le nez dans les sprints, le nez dans les tickets, vachement dans les releases, les tests, etc. Et donc il y a 2 choses qui ont fait que j'ai sorti un peu la tête de l'eau, c'est l'arrivée de la head of product pour faire un peu de roadmap, pour réfléchir un peu plus en amont, et la partie arrivée des QA pour faire juste moins de tests et pouvoir me dédier à autre chose. Moi, là, j'ai pas énormément de recul. J'ai un recul à peu près de 3 à 6 mois, justement, sur tous ces changements-là. Le recul que j'en ai, au final, c'est que je crois que j'adore la partie delivery. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup parce que on a souvent envie de se dire, nous, les PO ou les PM, d'ailleurs, on veut faire de la strat, on veut faire de la vision produit et tout. La vision produit, j'avoue, je pense que j'ai toujours pas vraiment compris l'étendue de ce sujet-là et ce que c'est vraiment et comment est-ce qu'on répond à ce problème-là. Qu'est-ce que c'est la vision produit ? Au final, je me rends compte que être dans mes sprints, être dans mes tickets et être dans l'orga en fait en interne et plus bosser sur la partie process interne, c'est moi ce qui me plaît le plus dans le boulot. Alors certes, au bout d'un moment, à force de faire que ça, je me suis fatiguée et j'avais besoin de sortir de la tête de l'eau et c'est pour ça que je suis contente d'apprendre d'autres choses, type comment faire une roadmap et comment arriver à fédérer un peu des stakeholders autour de projets différents. Mais j'avoue que ce qui m'excite vraiment, c'est bosser avec les devs, bosser en équipe interne. Et pour revenir un peu sur ce que disait Maya sur la partie ce que les job desk de Spendesk et compagnie sur les PO et les PM, nous, on a un rôle que plein de boîtes ont et qui est top, qui est le Scrum Master, qui a en gros un rôle qui est... il peut y avoir, dans des grandes boîtes, il peut y avoir des gens qui sont uniquement Scrum Master, mais il faut vraiment que ce soit, je crois, des énormes organisations, parce qu'au final, Scrum Master, c'est un peu représenter le monde de l'agile dans une boîte et dans une équipe Scrum et faire en sorte que tout le monde, en gros, respecte bien tous les rituels, planning, machin. Aujourd'hui, nous, cette partie Scrum Master, avant, elle était plutôt portée par le PO et maintenant, elle est portée par un dev. Donc, c'est un dev qui a une casquette Scrum Master, pas vraiment un rôle, c'est juste une casquette et qui représente un petit peu cette partie organisation agile. Et donc, au final, on a un super duo PO Scrum Master, qui est en plus porté par le dev, qui fait que c'est ça qui aussi m'excite de ouf, c'est bosser avec lui sur toute cette partie orga interne de comment est-ce qu'à partir d'une idée, à partir d'une solution, on va réussir à découper ça en petites tâches et essayer de sortir ça au fur et à mesure. Et l'idée, moi, ce qui m'excite au final, c'est sortir les choses le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, plus que réfléchir à telle et telle solution. Et ça, c'est mon recul aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques années, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu mon point de vue maintenant, en ce moment.
Ouais, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question récemment, qu'est-ce qui te manquait le plus quand en gros tu es passé VP Product et plus PM? Et le truc que j'ai répondu, c'est l'excitation de lancer des trucs. Parce que c'est vrai que c'est quand même ultra, ultra kiffant que ça sorte en prod, que les gens commencent à l'utiliser, d'avoir les premiers retours et c'est trop cool quoi. Et l'autre truc aussi auquel je pensais quand tu nous disais tout ça, c'était que la vision produit, tu disais, j'ai pas encore bien compris exactement les tenants et aboutissants, mais j'ai l'impression que personne n'a compris en fait encore. Et que pareil, tu regardes sur Internet, tu as 15 milliards de définitions de c'est quoi la vision produit, ça dépend des boîtes, ça dépend des fondateurs. Enfin, c'est un peu le grand flou artistique. Alors, roadmap, pour le coup, c'est plus clair. Tu parlais du RICE, c'est vrai que c'est aussi des sujets qu'on couvre vachement chez Noé, les matrices de priorisation, le RICE, etc. Même si c'est aussi très bordélique, un process de roadmap, mais tu as davantage de framework et de méthodos que sur la vision, où c'est quand même encore, ça dépend. Voilà quoi. Trop cool, merci beaucoup Margot. Avant de passer aux questions que vous pouvez nous poser du coup dans le tab questions, je voulais juste vous dire quelques petits mots sur Noé. Du coup, Noé, je vous disais, c'est programme pour lancer votre carrière de PM. Notre première promotion, elle a eu lieu en juin. La deuxième, c'est en septembre, il nous reste une place. Et les inscriptions, elles sont ouvertes pour celle de novembre. Du coup, Noé, c'est 4 semaines de formation intensive au job de PM où on va vraiment couvrir toutes les dimensions du job. Stratégie, problème, solution, impact. Et pendant la dernière semaine, on va aussi vous préparer à fond aux entretiens et à identifier les postes qui matchent avec votre profil. Un des gros plus de Noé, c'est le réseau qu'on a d'une 50aine de boîtes qui sont soit intervenants, soit recruteurs et qui se tournent vers nous pour recruter. Et donc, pendant les 4 semaines, vous travaillerez sur de vraies problématiques apportées par les meilleurs PM de l'écosystème français. Et donc, en l'occurrence, en septembre, pour la deuxième promo, ce sera Alan, Get Around Itch et le petit nouveau Doctolib. On est hyper content d'avoir Doctolib en sponsor pour cette deuxième édition. Et donc, du coup, vous présentez à votre sponsor à l'issue de ces 4 semaines votre méthode, votre solution. Et ensuite, il y a une séance de débrief là-dessus, de questions et de mentoring sur ce sujet-là. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire jules@noé.pm ou maya@noé.pm ou rendez-vous sur notre site noé.pm. Voilà. Et du coup, on a du temps pour des questions. On va peut-être se prendre 10 minutes pour terminer à temps, si ça vous va. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux et merci pour vos questions. On avait une question de Anne-France qui nous demande au début de la présentation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait du Double Diamond. Quelle est la différence entre le Double Diamond et le Design Thinking? Ouais, alors moi, je ne suis pas une experte en Design Thinking, mais il me semble que le Double Diamond est un des outils utilisés justement dans le Design Thinking. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce prisme-là, problème-solution, qui est vachement utilisé pour les équipes de design. Et d'ailleurs, à la base, ça a été fait par des designers, ce double diamant. Et donc, effectivement, on le réutilise pour les équipes produits parce que ça représente assez bien le process. Je ne sais pas si Margot, tu as d'autres éléments sur cette question ou pas? Non, pas tant. Ok. Alors, je crois qu'on a perdu Jules. Une seconde question, PMFew. Ah, vous m'entendez pas? C'est bon là. Là, c'est bon, c'est revenu. Ok, parfait. Moi, je disais, donc, on parlait tout à l'heure des différents stades dans une boîte avec PM1, PMFew, etc. Comment évolue la liberté ou la marge de manœuvre pour le PM, pour la PM? Est-ce qu'elle diminue pas plus on avance dans les stades? Je t'en prie, Margot, du coup, si tu veux, toi, comment tu vois le truc par rapport à ton évolution? Oui, assez d'accord que de manière naturelle, ton scope diminue à force que l'équipe grandit. Je l'ai vu en étant seule PO chez Cheers à soudain une Head of Product et 3 PO. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'était que du coup, mon scope se diversifiait en termes de… Alors, le scope de fonctionnel
se ferme parce que forcément, avant, j'étais PO sur tout le produit Cheers. Maintenant, plus forcément. Je suis sur une partie, en l'occurrence, c'est la partie catalogue, par exemple, ou paiement. Je vais plus m'occuper de la customisation de produits, par exemple, de manière très concrète. En revanche, du coup, au sein de ce scope qui se réduit, j'ai une diversité de tâches qui augmente, qui est que je ne fais plus uniquement de la delivery, en gros, mais qu'on est passé côté discovery. Je découvre ce que c'est de la user research, je découvre ce que c'est un peu de prototypage, et du coup, je fais beaucoup plus de choses diversifiées sur un scope un peu plus restreint. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, plus la boîte elle grossit, plus il y a des ownerships fonctionnels qui vont réduire. Mais par contre, tu vas aller vachement plus en profondeur sur la recherche des problèmes, sur la recherche des solutions. Donc en fait, moi, ce que je dis aux gens aux participants de Noé, par exemple, qui posent la question de est-ce que c'est mieux que je postule en first PM ou en PM dans une scale-up, ça dépend vraiment de toi, quoi. Ça dépend vraiment de ce que tu kiffes, en fait. Est-ce que tu kiffes être un généraliste, auquel cas, ça va être plutôt du first PM, ou est-ce que tu kiffes être un spécialiste, et auquel cas, ça va être plutôt de la scale-up. Et donc, on couvre aussi, par exemple, dans Noé, les différents types de PM. Les PM mobiles, les PM design, les PM business, et on vous aide un peu à trouver quel type de PM vous êtes, ou quelles sont vos forces, en tout cas. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose où plus une boîte grossit, plus elle va avoir tendance à vouloir recruter des spécialistes. Génial. Est-ce que vous pouvez nous donner, Nicolas demande, est-ce qu'on peut vous donner plus d'exemples d'expertise du PM, et est-ce que ce sont des expertises métiers ou skills? Ouais, écoute, c'est un peu les deux. Pour te donner un exemple, ça peut être typiquement sur une boîte un peu tech comme Algolia, ça peut être une expertise sur la search. La search, c'est ultra core, c'est ce que Algolia fait, donc sur les algos de search. C'est une expertise. Et ça va être à la fois quelque chose de métier, la search, mais aussi quelque chose de skills, parce que c'est une skill technique qui est quand même assez forte. Chez Aircall, par exemple, ça pouvait être une expertise au niveau des intégrations. Et donc là, c'est un peu pareil. C'était quelque chose qui était ultra core dans notre proposition de valeur, qui est à la fois une connaissance métier, parce qu'il faut connaître les différents partenaires, savoir comment ça fonctionne, quelle valeur ça apporte aux clients et tout. Mais c'est aussi des sujets qui sont assez techniques. Donc, il y a un peu des deux. Et c'est vrai que comme je pense que c'est quelque chose qui est hérité de la culture ingé, les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est des exemples plutôt techniques. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être quelque chose, par exemple, sur, je sais pas, l'onboarding, sur un projet sur un produit qui est self-service et où l'onboarding est hyper important pour le business. Ça peut être l'onboarding. Je sais pas si ça répond à la question. J'espère. Sinon, n'hésite pas à en poser une autre. Je sais pas si Margot a quelque chose à ajouter ou pas là-dessus. Non, enfin pas très spécifique, juste chez Cheers par exemple, on a des expertises qui sont très market. Nous en tant que PO, il faut qu'on comprenne ce que c'est l'acquisition, les partenariats, le CRM, parce qu'au final les besoins vont venir d'eux. Enfin eux, c'est nos stakeholders qui vont être hyper moteurs en fait des besoins qu'ils ont que le produit évolue, et à la fois des skills plutôt très focus utilisateur. Et c'est là ce sur quoi on se repose vachement sur nos designers et sur la partie user research, qui est comment comprendre l'utilisateur et comment être force de proposition de features qui vont servir à l'utilisateur. Mais au final, je pense que ce qui nous caractérise, ce qui nous rassemble tous en termes de skills, tous les PO là, actuellement chez Cheers, et je pense beaucoup de PO, c'est la partie orga quand même. Enfin, je veux dire, on est en train d'animer une équipe de dev. Faut quand même être excellent en orga, en communication, et la capacité à fédérer en fait des gens. Et quand je dis les gens, c'est la partie market, stakeholder, mais surtout la partie dev autour de projets sur lesquels tout le monde a bossé. Ok. On a encore deux minutes, donc on a le temps pour quelques questions. Marie nous demande est-ce qu'il faut avoir des compétences techniques dev quand on se lance en PM junior? C'est une question qui revient souvent. Il y a Maya qui a freeze. Je peux peut-être apporter un petit élément de réponse là-dessus. Je pense que ça dépend surtout des boîtes, ça dépend du produit. Typiquement sur un produit comme Cheers, qui est très user-facing et très market, à aucun moment il y a besoin de skills techniques. C'est pas du tout quelque chose qu'on va demander. Mais encore une fois, on est une boîte assez client et très market, et pas très. Notre gros focus, c'est pas forcément la tech, quoi. Ouais. Donc pour ajouter un petit point, nous, notre parti pris, c'est de dire qu'il ne faut pas savoir dev
quand on veut devenir product manager. En revanche, il faut avoir une compréhension de comment est construit un produit en termes techniques, donc avoir une vision globale de ce qu'un produit, des API, front-end, back-end, pour pouvoir ensuite discuter avec les devs. Après, il y aura des produits qui seront particulièrement tech, où là, les boîtes rechercheront des profils qui auront des compétences très spécifiques, mais c'est vrai pour certaines boîtes, mais c'est pas du tout vrai pour toutes les boîtes. Désolée, déconnexion de mon côté. Je suis de retour. J'ai l'impression qu'on t'entend bien. Cool. Une question d'Estelle. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Bon, deux questions, je pense. Ouais, deux questions. Comment on se positionne sur le marché lorsqu'on fait partie d'une grande boîte sans organe produit et avec le titre fourre-tout, chef de projet? Une question très spécifique d'Estelle. Écoute, en fait, à mon avis, ce qu'il faut regarder, c'est du coup, qu'est-ce que toi, dans ton rôle aujourd'hui, tu maîtrises par rapport aux différentes responsabilités d'un PM. Et donc là, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, tu es la meilleure personne pour le savoir, mais ce que je comprends, si tu es chef de projet, tu vas maîtriser à fond quand même plutôt la partie delivery que la partie problème, stratégie, roadmap, vision, etc. Donc je pense que, moi j'imagine que c'est ça que je mettrais en avant, mais donc le truc que je te conseille, c'est peut-être d'aller lire 10, 15 job descriptions de PM sur Welcome to the Jungle et te dire, bon bah ok, qu'est-ce que j'ai déjà fait, quoi, tout simplement. Peut-être deux questions en une qui concernent un peu Noé. Quand est-ce qu'est la session de novembre? Et est-ce que, donc c'est un peu lié, est-ce qu'on vous conseille de passer le PSPO pour devenir PM? Je me démute, excusez-moi. Alors du coup, pour la session de novembre, elle commence la dernière semaine de novembre. Je suis en train d'ouvrir mon calendrier pour vous donner la date exacte. C'est le 26. Le 26, voilà. Le 26 novembre, c'est un jeudi. Joli. Donc, le 23. Je mon calendrier pour vérifier. C'est le 23 novembre. Le 23, ouais, c'est ça. Le 23 novembre, du coup, ça va durer 4 semaines, comme la session de juin, comme la session de septembre. Et donc, par rapport au PSPO, alors du coup, le PSPO, c'est une certification agile. Non, on ne la fait pas passer. Pourquoi? Parce que on a eu l'occasion de discuter avec beaucoup de VP, beaucoup de CPO qui nous ont dit que c'était vraiment pas un critère important pour eux, pour le recrutement. Et donc, du coup, on a décidé de prioriser d'autres sujets, et notamment les sujets de problèmes qui sont hyper importants. Super. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous deux, Margot, Aya. On a encore des questions, mais on a dépassé un peu le temps, donc on vous répondra par mail. Et puis encore merci à tous et à bientôt. Et on vous souhaite de très bonnes vacances. On répondra à vos questions. Et j'ai répondu dans le chat, mais c'était Ken Norton, du coup, que j'avais cité tout à l'heure. Ken comme le mari de Barbie et Norton comme l'antivirus. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur Internet. Eh bien, bonnes vacances tout le monde. Merci Margot. Merci à tous. Bye bye. Salut.